Bonjour à tous. Cette vidéo, c'est une vidéo de présentation pour notre projet du cours de IFT 6501, donc le cours de traitement des mégadonnées. L'objectif du projet était vraiment de se familiariser de ce qui se passe dans le machine learning avec les services d'AWS. Du coup, on a fait un projet de clustering des nouvelles, donc des tweets de nouvelles. On a fait un clustering de ces tweets-là. Il y a environ un demi-million de tweets qu'on a travaillé dessus. Et donc, pour commencer la vidéo, on va commencer avec voir un peu les services de machine learning de AWS. Donc, de base, quand vous regardez tout ce qui se passe en machine learning AWS, c'est Amazon SageMaker. Qu'est-ce que Amazon SageMaker? Eh ben, il n'y a rien de mieux que cette image-là qui l'explique. Donc, ça permet de tout faire. À partir de l'étiquetage des données, la création des données, euh, l'entraînement, le déploiement du modèle, etc. Nous, dans le cadre de notre projet, on va travailler sur ici Amazon SageMaker Notebooks. C'est là-dessus qu'on va travailler. Mais il est possible avec SageMaker d'entraîner des modèles, de déployer tes modèles, euh, de s'assurer que les modèles soient bien déployés et l'utilisation des modèles, la scalability. Si vous avez un modèle qui sera utilisé par 10 millions de personnes dans le monde, c'est pas la même chose qu'un modèle qui sera utilisé dans le cadre d'un projet final pour un cours. Et Amazon SageMaker permet de gérer tout ça. En plus de ça, AWS offre des services de AI déjà faits. Vous n'avez pas besoin de rien entraîner par rien. Vous pouvez juste les utiliser tout de suite. Par exemple, une analyse de texte avancée, vous lui donnez votre texte et vous obtenez ce que vous avez besoin de l'analyse. Ça, c'est pas Amazon Comprehend. Donc, supposons que vous avez la phrase Mohamed Ali aime le cours de traitement des mégadonnées. Vous voulez savoir ce que c'est une phrase qui est en français. Amazon Comprehend a une fonction pour détecter la langue. Vous voulez savoir si la phrase a un sentiment positif, négatif. Amazon Comprehend permet d'obtenir le sentiment de la phrase, etc. Vous avez aussi Amazon Code Guru qui permet de faire une révision de code automatisé. Donc, vous avez des codes, vous voulez voir si une partie du code est très coûteux en termes d'exécution, vous avez une boucle for de trop, etc. Amazon Code Guru, je peux vous aider. Un chatbot, vous avez un site en ligne et vous voulez que les clients puissent communiquer directement avec un chatbot. Amazon Lex. Vous avez une compagnie, vous voulez essayer de prévoir la demande, etc. Amazon Forecast. Et encore une fois, analyse de documents, Amazon Text Track. Amazon Text Track peut faire, par exemple, vous avez un- un document énorme, vous voulez avoir le résumé, Amazon Text Track arrive à faire ça. Amazon Kendra permet de faire la recherche d'entreprise. Donc, ça utilise le NLP, donc le Natural Language Processing, pour trouver l'information dont la personne a besoin. Il y a aussi la prévention de fraude avec Fraud Detector. Analyse d'images et de vidéos avec Amazon Recognition. Donc, supposons que vous avez un logiciel qui détecte automatiquement quand une voiture passe à travers un feu rouge. Amazon Recognition sera là pour vous. Vous avez Amazon Personalized qui permet de faire des recommandations personnalisées. Quand vous allez par exemple sur un site d'achat en ligne et il te dit, OK, vous avez acheté ces quatre cinq produits, donc du coup, on vous recommande ces trois autres produits. Ça, c'est Amazon Personalized. Amazon Translate, faire la traduction, donc partir d'un mot, d'une phrase en français en anglais, de l'anglais à l'espagnol, etc. La synthèse vocale, donc vous avez du texte et vous pouvez le transformer en enregistrement audio. Et aussi la transcription, donc ça c'est l'inverse. Donc du coup, moi présentement je parle, je pourrais utiliser Amazon Transcribe pour avoir un texte mot par mot de ce que je suis en train de dire. Donc Amazon offre tous ces services de AI déjà développés, déjà offerts pour nous. Vous n'avez pas besoin d'entraîner des modèles, etc. Mais supposons que, comme dans notre cas, il faut qu'on entraîne des modèles, on travaille en AI, on fait de la recherche, donc on aurait besoin de voir les frameworks de machine learning, en français des cadres de machine learning déjà faits. Donc, parmi ceux dans les cadres de machine learning, ces fameux frameworks de machine learning, il y a TensorFlow, PyTorch, Apache MXNet, etc., etc., etc. Et ben, Amazon Web Services, AWS, nous les offre. Toutes leurs instances d'Amazon SageMaker sont déjà TensorFlow, PyTorch, MXNet, etc. sont déjà tout installées dedans, déjà toutes configurées. C'est très facile d'utiliser. Ça, je vais vous montrer dans les prochaines minutes. Donc, premièrement, on va expliquer qu'est-ce que Amazon S3. Amazon S3, c'est un
Ça permet de storer des objets. Un objet peut être un fichier texte, un fichier CSV, un fichier binaire, n'importe quoi. Une vidéo, n'importe quoi. Ça permet de storer un objet à travers une interface web. Et cette interface web, c'est uniquement... Donc Amazon S3 est uniquement pour AWS. On ne peut pas utiliser Amazon S3 avec Google Cloud Platform ou bien Azure, etc. Donc Amazon S3, ici vous voyez des buckets. Qu'est-ce qu'un bucket? C'est un genre de conteneur où on aura nos objets à l'intérieur. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Simplement parce qu'un notebook de AWS, on n'est pas supposé mettre nos données directement dans le notebook de Amazon SageMaker, mais bien mettre les données dans un bucket S3 et utiliser le lien de chacune de ces données-là dans Amazon SageMaker. Et ça, on va faire ça un peu plus tard. On va vous expliquer étape par étape comment faire ça. Donc la première étape est donc de créer un bucket. Donc pour ça, on va aller directement dans Create Bucket. Et vu qu'on utilise ce bucket pour que ce soit utilisé avec Amazon SageMaker, il est obligatoire de rajouter le mot SageMaker dans le name. Le name doit contenir SageMaker. Donc on va appeler SageMaker vidéo présentation. OK? La région, c'est la région la plus proche de nous, donc US East. Et là, parmi les différentes paramètres du bucket, on voit ici le versioning de bucket. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on rajoute un fichier, on peut avoir version 1, version 1. Version 2, version 3, etc. Dans notre cas, c'est pas nécessaire. On va aussi default encryption, donc ça veut dire encrypter nos données, c'est vraiment pas nécessaire dans notre cas, on va laisser à disable. Et maintenant, on va donc créer le bucket. Successfully created bucket SageMaker video presentation, ça veut dire que le bucket a bien été créé. Une fois qu'on ouvre le bucket, on vient à cette interface-là pour upload. Le but est maintenant de upload des objets, donc des fichiers, dans, dans S3. On va donc upload notre donnée de nos données d'entraînement, donc newsoutlet.csv, ça contient nos 500 000 tweets. Et finalement, on clique bien entendu dans Upload. Et après quelques secondes, le fichier a été uploadé, newsoutlet.csv. Son type, c'est un type application Excel. Sa taille, environ 100 mégabits. Et quand on clique dessus, on remarque que le fichier a un S3 URL qui commence avec S3. Donc S3 de point, SageMaker, le nom du bucket, et directement le nom du fichier. Donc ce qu'on va appeler le bucket name et le key name. Donc la clé, c'est newsoutlet CSV, et le bucket, SageMaker vidéo présentation. Une fois que notre bucket est fait, on peut donc aller voir l'interface de SageMaker. Donc une fois qu'on clique dans Amazon SageMaker, c'est cette interface qu'on obtient. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un notebook, une instance notebook, un notebook instance. Quand on regarde Notebook Instances, on vient avec cette page-là. Présentement, le but, c'est de créer une instance de notebook. Donc, on va donc aller dans Create Notebook Instance. On va donc l'appeler Notebook. On peut l'appeler comme on veut. On va l'appeler Notebook Présentation. Et là, vous voyez ici Notebook Instance Type. Et là, vous voyez plusieurs options qu'on peut utiliser. Machine Learning T2 Medium, Machine Learning T2 Large, etc., etc., etc. Là, vous allez dire, OK, mais c'est quoi la différence entre chacun d'entre elles? Et voici les instances qu'on voit ici. Machine Learning T3 Medium, qui a 2 virtual CPU, 4 GB de mémoire vive, donc 4 GB de RAM, tarif horaire de 5,82 sous l'heure. Machine Learning T3 large, un peu plus cher, etc., etc., etc. Donc, on voit que plus on veut des virtual CPU, donc plus on veut de cœur de CPU, et plus on veut de mémoire, plus le tarif est cher. Si on regarde le Machine Learning M5 24X large, donc ça serait une instance avec 96 cœurs de CPU, de processeur, 384 gigs de mémoire vive, pour un tarif horaire de 6,45 US par heure. Donc, on voit vraiment, plus on paye cher, plus on a une excellente instance. Si on regarde une instance qui est comparable à la majorité des ordinateurs euh, des tours, des desktops qu'on trouve sur le marché présentement, généralement, ils ont environ tous 8 virtual CPU, 8 cœurs, Machine Learning M5 2X large, 32 GB de RAM, ça aussi 16 32 GB de RAM,
et le coût, c'est environ 53,80 sous par heure d'utilisation de notebook. Donc là, pour des raisons d'argent, bien entendu, on va juste rouler, dans notre cas, l'instance la plus petite, donc l'instance la moins chère, qui est dans notre cas ml.t2 medium. Ensuite, ici, vous voyez la permission et encryptions. Et c'était là que le IAM role, c'est un notebook instance require permissions to call other service, including SageMaker and S3. Donc, le bucket S3 qu'on a créé tout à l'heure, il va falloir qu'on lui donne la permission d'y avoir accès. Donc, sur ça, on va créer un nouveau rôle qui lui permet d'avoir accès à un bucket spécifique. Et le nom du bucket, on avait dit que c'était SageMaker Video Présentation. Create role, on va créer ce nouveau rôle. Et là, vous voyez, donc, le rôle a été créé. Network, on peut lui donner une connexion Internet. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire, donc on ne va pas le faire. On peut aussi connecter le notebook à un répertoire Git. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'un répertoire Git, eh ben, un répertoire Git, c'est simplement un répertoire où on a des fichiers de code. Donc, ça permet vraiment de faire ce qu'on appelle un version control. Donc, avoir, on va dire, OK, au commit, donc à la version, supposons 0, j'ai ajouté le code qui fait l'algorithme K-means. Ensuite, plus tard, je retravaille dessus. Je vais avoir un nouveau commit. J'ai fait une matrice de consensus. Ensuite, plus tard, DBScan, etc., etc., etc. C'est à ça que ça sert Git. Présentement, dans notre cas, on n'en a pas besoin, donc on va le laisser à non. Et là, on va cliquer ici dans le Create Notebook Instance. Et là, vous voyez ici, Success, your notebook is being created. On voit ici le status pending, donc on attend. Là, vous allez devoir user d'un peu de patience et d'attendre environ 2-3 minutes le temps que le notebook est créé. Donc, après quelques minutes, et après s'être fait un bon café, on peut revenir. Vous verrez que le statut présentement est in service en vert, c'est-à-dire que l'instance est up and running. Donc, quand vous voyez maintenant que l'instance est up and running, vous pouvez voir ici en haut à droite qu'on a plusieurs boutons. Donc, on a le bouton Stop, qu'on ne veut pas cliquer dessus parce qu'on ne veut pas fermer l'instance. On a le bouton Open Jupyter qui permet d'ouvrir Jupyter. Et on a le bouton Open Jupyter Lab qui permet d'ouvrir Jupyter Lab. Personnellement, par choix personnel, je préfère utiliser Jupyter Lab. Donc, on a Jupyter Lab. On peut voir ici par l'URL qu'en effet, notre notebook est en train de rouler sur les serveurs de AWS, donc dans le cloud. Ensuite, ici, on voit plusieurs types de notebooks différents. On a PyTorch, on a Amazon MXNet, TensorFlow, etc., etc., etc. Donc ça, c'était les frameworks les frameworks de machine learning que je vous montrais au début, ici. Les cadres de machine learning, c'est framework TensorFlow, PyTorch et MXNet. Et bien, on peut les voir ici. On peut créer un notebook avec PyTorch ou avec TensorFlow, TensorFlow 2.7, TensorFlow Python 3.6. On peut ouvrir Conda TensorFlow Python 3.6 et on aura un notebook déjà où l'environnement pour utiliser TensorFlow, tout est seté. Dans notre cas, on va utiliser un Python normal, donc Python 3. Et ce qu'on va faire ici. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure que le but d'utiliser S3, c'est de pouvoir accéder directement à nos données à l'aide de S3. Donc, on avait une URL ici, qu'on peut voir ici, s3 SageMaker vidéo présentation, newsoutlet.csv. Et par exemple, donc, présentement, je garde le nom de la database, donc c'est le lien S3, et on va donc lire, le CSV de la database. Donc, on va juste run ce code. C'est un notebook normal qui roule sur Python, mais au lieu que ce soit hébergé sur votre ordi, c'est hébergé dans le cloud. Après quelques secondes, vous voyez, notre fichier CSV a bien été loadé. Donc, on peut voir qu'on print les infos du data frame. C'est 492 692 entrées. Donc, on a 492 692 tweets au total, un demi-million. Et les différentes colonnes qu'on a, donc le texte, donc le tweet,
l'ID de l'utilisateur qui a fait le tweet, sa location, quand est-ce que le tweet a été créé, est-ce que le tweet est un retweet ou bien le tweet original, le nombre de followers count de la personne qui a fait le tweet, sa langue, est-ce qu'il est un compte vérifié ou non, etc., etc., etc. Donc bref. Donc ça nous permet vraiment de voir comment est-ce qu'on peut accéder à nos données, à nos objets qui sont stockés dans S3, exactement comme on l'aurait fait avec un fichier sur notre propre machine. On fait juste lui donner le path vers S3. Maintenant, on va voir notre projet. Donc, une fois qu'on a lu les données brutes, on les a dans notre data frame data. La prochaine étape est on a décidé de faire une analyse des features. Donc, on voit les différents attributs qu'on avait, les différentes colonnes de notre data frame. On veut voir qu'est-ce que ça nous permet de voir, qu'est-ce qui ressort dans les tweets, etc., etc., etc. Donc, quand on fait une analyse parmi les langues, on remarque que la grosse majorité des tweets qu'on a sont en anglais. Presque 400 000 des 1,5 million de tweets qu'on a, en fait, un peu plus que 400 000 des 1,5 million de tweets qu'on a sont en anglais. Quand on regarde la location des utilisateurs, environ 50 000, on n'a pas leur location, mais tout le reste, on a soit une ville générale, par exemple New York, 24 160, Washington DC, encore pas Washington DC, un pays en Inde, ou parfois même une adresse précise. On a aussi la portion des tweets qui sont des retweets. Donc, 100% de nos tweets sont des tweets originaux. On n'a aucun retweet. C'est bon à savoir. Et on a aussi les tweets qui contiennent des codes status. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu Twitter, mais vous pouvez, quand vous faites un retweet, ne pas faire un retweet direct, mais juste quote un tweet, c'est ce qu'on appelle un code status. Et 1,2% sont en effet des codes status et 98,8% ne le sont pas. La proportion des tweets qui provient des comptes vérifiés, donc un compte vérifié par Twitter, par exemple CNN en est un, certains journalistes auront leur compte vérifié. 76,3% des tweets, donc près du 3 quarts le sont, et 23,7% ne le sont pas. Donc, une fois qu'on a fait toute cette analyse, ça nous permet de voir ce qu'on va faire dans les étapes de pre-processing des données, donc les étapes de pré-traitement des données. Pour le pré-traitement des données, on a utilisé la librairie NLTK. Et comme vous pouvez le voir, Amazon Machine Learning offre déjà la librairie NLTK. On n'a pas besoin de faire un pip install ou un conda install pour installer la librairie, elle est offerte. Donc, on a juste à télécharger Stopwords et WordNet. Plus tard, on regardera pourquoi. Donc, la première étape de pré-traitement, c'est pour des étapes de filtrage de langue. Filtrage de langue, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est on s'assure qu'on garde uniquement les tweets en langue anglaise. Pourquoi on décide de faire ce choix? Premièrement, parce que la grosse majorité des tweets sont en anglais. Et aussi, on fait du clustering de nouvelles. Et notre clustering, c'est un apprentissage non supervisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'avance chaque tweet est dans quel cluster, mais bien on a juste des tweets et c'est à l'ordinateur de trouver lui-même, à notre modèle de machine learning de trouver lui-même, OK, ces tweets-là, ces nouvelles-là, c'est la même catégorie, c'est la même cluster de nouvelles. Donc si on lui met des tweets en anglais et en français, c'est beaucoup plus difficile. On a aussi un filter retweet. On ne veut pas les garder. Même si on n'en a pas, on se dit peut-être qu'on aura un autre dataset à travailler dessus qui en aura, on préfère ne pas les garder. On a aussi les codes status, on ne les garde pas non plus, on préfère avoir seulement des tweets originaux. Et on retire aussi les tweets qui ne sont pas de compte vérifié. Bah, pour des raisons de... On est dans l'ère des fake news et pour cela, on préfère avoir uniquement des tweets qui proviennent de comptes vérifiés. Et par la suite, on fait un pre-processing du texte. Le pre-processing du texte a plusieurs étapes. La première des étapes est donc de faire un tokenizer. Donc, on va prendre notre tweet, on va convertir chaque tweet en tokens. Et c'est ça qu'on fait ici à l'aide de Tweet Tokenizer de NLTK. Donc, Tweet Tokenizer, c'est un tokenizer fait exprès pour les tweets, développé par NLTK. Une fois une fois qu'on a tous les mots en tokens, on décide de retirer les stopwords. Les stopwords, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots communs qui généralement n'apportent absolument rien à une phrase. Par exemple, faisons la phrase, généralement les stopwords c'est the, the, donc ça apporte absolument rien à la phrase, on l'enlève. On enlève aussi les tokens qui ne sont pas des
des caractères alphabétiques. Donc tout ce qui est chiffres, ponctuation, etc., on retire ça. Une fois qu'on a ça, on a donc un dataset de tokens qui sont entre guillemets propres. La deuxième étape, ce qu'on fait, c'est une lemmatisation. Donc on va lemmatize. Qu'est-ce qu'une lemmatisation? C'est, vous voyez, donc I am, he is, euh, c'est le même verbe, c'est le verbe be, be. Donc du coup, ça va prendre am, am, puis ça va le convertir en be, be. C'est ça une lemmatisation. Et pour ça, on utilise WordNet Lemmatizer. Donc c'était ça qu'on avait téléchargé tout à l'heure, nltk.download WordNet. Une fois notre lemmatise de fait, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ces tokens lemmatisés et on va retirer certains mots qui sont typiques des tweets qu'on n'a pas encore retirés, par exemple RT pour retweet et les URL HTTP, HTTPS. Une fois que on a tout ça, donc on a notre dataset qui est propre entre guillemets. Et ça qu'on a ici, pre-process data. Et là qu'on fait afficher son info, on a vu qu'au début on avait une dataset d'environ 500 000 tweets et là on a un dataset d'environ 291 745 tweets. Et après le pre-processing, on décide de continuer à réanalyser la location des utilisateurs, voir qu'est-ce qui aurait changé. Et on voit que la majorité des tweets qui ont disparu, entre guillemets, qu'on prend plus en compte, sont des tweets où la localisation était not a number, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune localisation. Mais si on regarde les tweets, par exemple, aux États-Unis, New York, Washington, Washington DC, ils reviennent deuxième, troisième, quatrième place. Bon, maintenant, on vient à voir ce qu'on peut faire dans le clustering des données. Donc, la première des étapes à faire quand on fait un clustering des données, ou bien qu'on fait quasiment n'importe quel traitement de NLP, dans le Natural Language Processing, c'est de transformer les données textuelles. Donc, on a nos textes, donc, qui sont dans notre cas nos tweets, nos tokens de tweets, il faut les transformer, et pour ça, on utilise une matrice TF-IDF. Donc, TF-IDF, c'est une mesure qui évalue la pertinence d'un mot dans tout un document. Par exemple, si on prend un mot qui arrive dans un seul tweet, on va évaluer sa pertinence parmi tous les autres tweets. Donc, supposons le mot Trump, qui est très populaire, on va évaluer donc la pertinence de Trump dans un document, donc dans un seul tweet, par rapport à tous les tweets. Donc cela se fait en multipliant deux métriques, donc TF, la première métrique, et la deuxième métrique, c'est IDF. Donc TF, c'est le nombre de fois qu'un mot apparaît dans un tweet. Donc supposons que un tweet, c'est Trump loses against Biden. Donc Trump apparaît une seule fois. Et on va le multiplier par la fréquence inverse du mot dans un ensemble de documents. Donc, sur la fréquence du mot Trump sur tous les tweets. Et c'est ça qui nous permet d'avoir TF-IDF. Et pour ce cas-ci, on voit ici max features, 20 000. On décide de garder uniquement les 20 000 features les plus utilisées, donc les 20 000 mots qui sont le plus présents. Donc, ça va donc nous donner, une fois qu'on fait notre matrice TF-IDF, une matrice de taille 291 745 fois 20 000 pour les 20 000 mots. Donc, une fois qu'on a notre matrice TF-IDF, on va faire euh, du clustering dessus. Donc, on a des algorithmes de clustering. Ça, c'est pas vraiment des algorithmes qui font du clustering, mais plutôt pour voir les mots dans chacun des clusters, les dates des tweets dans les clusters et la densité de chacun des clusters. On va utiliser ça après et j'y reviendrai plus tard. Donc, notre premier algorithme de clustering qu'on a utilisé qui fait du clustering, c'est K-mean. Donc, K-mean, comment je pourrais l'expliquer, c'est que, imaginez que vous avez plusieurs points et un entier K, parce qu'on fait un K-mean. Le but, c'est de diviser tous vos points en K-groupes. Donc, supposons que vous avez 1 million de points et 50 groupes. Le but, c'est de séparer ces 1 million de points en 50 groupes. Et ces groupes, c'est un cluster. La manière que on va faire ça, c'est comment est-ce que K-mean fonctionne, c'est qu'il va considérer la distance d'un point à la moyenne des points de son cluster. Et le but, c'est de minimiser la somme des carrés de ces distances-là. Donc, le but, c'est que les tweets qui sont le plus proches à l'autre forment un cluster. Et c'est là qu'on a fait. Donc, à la section 3.2.1, c'est un clustering naïf qu'on a fait. Pourquoi naïf? C'est parce que le nombre de clusters ici qu'on a donné 40, c'est un nombre de clusters qu'on a décidé de trouver nous-mêmes. Donc, on a se demandé, on mettrait quel nombre? On a décidé de mettre 40 et on a fait 40 clusters. Et qu'on peut voir ici. Et là, si on regarde les clusters vite vite, on peut voir ici le cluster 6.
Stephen Hawking, physicist, died age. C'était vraiment, il y a quelques années, la mort du physicien Stephen Hawking. Ça a fait la une de quasiment toutes toutes les journaux du monde. Et on le voit ici comme cluster. C'est intéressant. Et là, si on descend plus bas, on a décidé d'utiliser la fonction qu'on a créée plus haut, ici, dateCompare, pour faire une distribution des dates selon le tweet, selon chaque cluster, je veux dire. Donc, on remarque que certains clusters ont vraiment une distribution de dates très proche. Donc, toutes les nouvelles de ce cluster ont été tweetées en même temps. Si on regarde le cluster 6, la distribution est très petite. Et en effet, le cluster 6, c'était la mort de Stephen Hawking. Le cluster 10 et le cluster 11, encore une fois, euh, leur date très petite. Donc, Student Gun Violence Protest Walkout. Il y a quelques années, il y avait eu une fusillade aux États-Unis, puis ça émeut la communauté, et les gens avaient fait des manifestations, ils étaient sortis pour la législation des armes à feu. Donc, encore une fois, on se rend compte que quand les dates des tweets ont un écart type élevé, petit, je veux dire, et ben généralement, on a des bons résultats. Mais quand on regarde l'actualité d'aujourd'hui, est-ce que ça pourrait nécessairement être un indicateur? La réponse c'est non. Si on regarde par exemple le COVID, si on a- supposons dans 2-3 ans qu'on fait une analyse des tweets sur la période qui se passe aujourd'hui en 2020, on va se rendre compte que malheureusement, le COVID a duré depuis un an. Donc, tous les tweets ayant un rapport au COVID, ils auront une distribution très élevée. Donc, avoir une grande distribution ne veut pas nécessairement dire de mauvais résultats. Et ça, c'est le nombre de tweets par clusters pour notre K-mean naïf. On peut voir que certains clusters ont énormément de tweets. Si on regarde le cluster environ 34 ou 35 en fait, il a environ 10 à la 5, donc plus de 10 000 tweets. Et certains clusters, par exemple le cluster 6, en ont beaucoup moins. Et le cluster 32, on a quasiment aucun. Puis quand on regarde le sujet du cluster 32, c'est Local New State Schools Say. Il y a eu quelque chose par rapport aux États-Unis. Mais ça, c'est vraiment un algorithme de clustering naïf qui n'est pas nécessairement bon. Et nous, on s'est demandé maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. C'est quoi les techniques? Donc, on fait des recherches pour voir les techniques pour améliorer ce K-means naïf. Et ça qu'on a fait. Donc. Mais à partir de là qu'on veut améliorer notre modèle, le problème, c'est qu'on a plusieurs étapes à faire. Vu qu'on fait plusieurs étapes, le temps d'exécution est énorme. Et bien entendu, dans notre cas, on a été limité par le coût de AWS. Par conséquent, on a été obligé de prendre un dataset qui était d'environ, à la fin, après le pre-processing, près de 300 000 tweets et d'en avoir uniquement, malheureusement, que 10 000 tweets. Ça aurait été excellent de garder le 300 000 tweets initial, mais on a été limité par des raisons de coût. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va faire un TF-IDF à nouveau avec uniquement avec 10 000 tweets. Une fois que notre TF-IDF est fait, on fait un SVD. Qu'est-ce qu'un SVD? C'est un Single Value Decomposition. Au SVD, on utilise la librairie scikit-learn pour l'obtenir. Et qu'est-ce que SVD fait? Ça décompose une matrice. Donc, notre matrice TF-IDF qu'on a créée ici, qui est de taille 10 000, et on va donc la décomposer. Donc, on va seulement garder les valeurs singulières de cette matrice. Donc, ça permet de faire quoi? Ça permet de faire ce qu'on appelle une réduction de dimensionnalité. Donc, on réduit la dimensionnalité de la matrice pour avoir une dimensionnalité de 300. Ensuite, dans l'étape précédente, notre k-mean naïf, on a fait simplement k-mean sur 40 clusters. On s'est dit quel nombre nous semble intéressant, on a décidé d'en mettre 40. Mais c'est pas discuter entre nous, c'est pas une manière de prouver que 40 c'est un bon nombre de clusters. Alors on va faire ce qu'on appelle le elbow method, la méthode du coude. La méthode du coude, c'est quoi? C'est de faire avec plusieurs cas différents. Donc ici, vous pouvez voir, on a fait 10, 12, 16 jusqu'à 1000. Et ensuite, on peut voir, on va remarquer que ça va faire la forme d'un coude. Ça, c'est la forme d'un bras. Et le but est de trouver où est le coude dans le bras. Le coude environ ici où je pointe ma souris. Donc, c'est-à-dire que le nombre de clusters idéal est de 300. C'est ça la méthode du elbow, la méthode du coude. Donc, maintenant qu'on sait le nombre de clusters idéal est de 300, on va faire k-means avec 300 clusters. Par contre,
il y a une meilleure manière de faire ça que de le faire une seule fois. On peut faire ce qu'on appelle une matrice de consensus. Le clustering par consensus, c'est une méthode qui va prendre plusieurs clusterings, donc plusieurs résultats de clustering. Cette fois-ci, on l'a fait, on peut voir 10 fois k-means. On aurait pu utiliser des différents algorithmes, on a utilisé k-means. Donc on fait 10 fois k-means. Et une fois qu'on a fait nos 10 fois k-means, qu'est-ce que la matrice de consensus va faire? Elle va voir donc pour toutes les clusters qu'il a, on va essayer de trouver le meilleur groupement, donc c'est-à-dire le meilleur ajustement de tous ces clusters. Et ça que la matrice de consensus permet d'avoir. Une fois qu'on a notre matrice de consensus, euh, ce qu'on va faire DBSCAN. DBSCAN, c'est une autre méthode de clustering. Donc, DBSCAN, c'est pour Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise. Donc, c'est un algorithme, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, il va voir toutes nos clusters qu'on a présentement. Il va regarder, OK, c'est quoi la distance et le nombre minimum de points devant se trouver dans un rayon de cluster. Et le but, c'est que pour chaque cluster, tu aies un nombre minimum de points, au moins ce nombre minimum de points dans chaque cluster, et que chacun des points de ce cluster soit euh, dans la distance, dans la distance qu'on donne en paramètre à dbScan. Donc, epsilon, c'est la distance, et le minimum samples, 15, c'est le nombre de tweets minimum qu'il faut avoir dans chaque cluster. Et le résultat, donc, on avait dit par la méthode du coude que le nombre idéal de clusters serait de 300 après k-means. Et après toutes ces étapes qu'on a faites pour améliorer notre résultat, pour enrichir nos algorithmes, qu'est-ce qu'on obtient? C'est que le nombre de clusters est 143 plus 2 parce qu'il commence à moins 1, donc 145 clusters. Et là, ces résultats sont supposés donner de bien meilleurs résultats que nos premiers qu'on a fait tout à l'heure. Donc, encore une fois, on va faire un écart type des dates, des tweets selon chaque cluster. Et là, on va voir ça. Certes, on en a plusieurs dates qui sont près de zéro. Quand on regarde le dernier tweet, il est quasiment zéro. Donc, c'est Comey, Memo, Trump, James, Hooker. Quand on regarde sur Google facilement, puis on met chacun des mots qui étaient du cluster, donc Comey, Memo, Trump, James, Hooker, ex-FBI Director, James Comey, Memo. Et si on regarde que Donald Trump, on voit le nom de Donald Trump, puis il y a des allégations qu'il aurait rencontré des hookers, donc des prostitutes, à Moscou. APN News, in Comey's memo, Trump fixated on hookers' threats over Flynn. Donc, on peut voir qu'en effet, le cluster donne d'excellentes nouvelles. Et quand on regarde juste un peu avant le cluster 140, donc quand on sera rendu environ dans le cluster 138, donc Daniel, Stormy, Trump, Lawyer, Predicts. Encore une fois, si on prend chacun des mots et on fait une recherche Google, si on met encore une fois tous les mots sur Google, on obtient quoi? The Guardian, Trump's going to be forced to resign, Stormy Daniels, lawyer. Donc l'avocat de Stormy Daniels, je sais pas si vous vous rappelez l'histoire, mais c'était une actrice de film d'adulte que Trump avait rencontrée. Son avocat disait que Donald Trump sera obligé de démissionner. On voit que ça a été euh, utilisé par The Guardian, CNBC, BBC, Washington Post, etc. Donc, encore une fois, on regarde que cette fois-ci, les tweets donnent de bien meilleurs résultats. Ensuite, on va faire un nombre de tweets par clusters. Et là, quand on regarde, les premiers clusters ont énormément de tweets, mais après ça, chaque tweet a un nombre raisonnable. Chaque cluster a un nombre raisonnable de tweets. Donc, c'est une indication qui nous dit que nos résultats, encore une fois, semblent intéressants. Et quand on regarde nos résultats à nouveau, pour aller vite vite montrer euh, nos résultats comme ils sont bons, on voit ici Tillerson, Rex, Tate, Secretary Trump, Rex Tillerson, l'ancien secrétaire d'État qui avait été renvoyé par Donald Trump. Champions League, CV, Messi, Manchester. Le foot, la Ligue des Champions, CV, une équipe. Lionel Messi, Manchester, une autre équipe. On peut monter. Sexual assault, allegation, harassment, Weinstein. Le scandale de Weinstein qu'il aurait fait des assauts sexual assault sur certaines femmes. Olympics, Winter, First Sports King. Le premier sport dans les Jeux Olympiques serait le ski, etc., etc., etc. On voit vraiment que nos clusters ont tous du sens. Donc, c'est une excellente nouvelle. Si on voit ici Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Congress Question, et ainsi de suite.
Aussi, maintenant, ce qui nous semblait intéressant, c'était de voir chacun des tweets. On va prendre des tweets, par exemple, sur des nouvelles beaucoup plus des nouvelles ayant rapport à la politique nationale américaine et voir où les tweets ont été tweetés et ensuite voir pour certains tweets qui ont moins rapport à la politique américaine et voir où ils seront tweetés. Donc, quand on prend le topic 7, donc le topic 7 qui est White House Trump John Kelly, donc c'est vraiment de la politique intérieure aux États-Unis. La majorité des tweets, c'est où? Washington, New York, Washington. Encore une fois, très grandement concentré aux États-Unis. Le topic 72, Vote Trump Senate Say Presidential. Politique intérieure aux États-Unis. Il est encore attendu que la majorité des tweets soient aux États-Unis. Washington, Washington, Pittsburgh, Paris, France, New York. Bien entendu, vous aurez des villes internationales parce que les États-Unis, c'est un pays mondial. Et finalement, quand on regarde le topic 108, qui était Attack Terrorist Terror London Acid. Une attaque terroriste à Londres. Donc ça, c'est quand une attaque terroriste, c'est généralement repris par les nouvelles du monde entier, que ça fait la une des nouvelles du monde entier. Et quand on regarde la localisation des tweets pour le topic 108, euh, New Delhi aux États-Unis, en Inde, Directory of Wonderful Things, Washington DC, le Kenya en Afrique, Doha, la capitale du Qatar, Bruxelles, Koweït. On voit que c'était vraiment une nouvelle qui a été internationale. Donc, c'est ça les différentes analyses qu'on a faites dans notre projet. Euh, donc, ça, c'est les différentes analyses de clustering qu'on a fait dans notre projet. Donc, on est parti d'un K-mean naïf. À partir de ce K-means naïf, on a fait la méthode du elbow euh, pour, pour trouver c'est quoi le meilleur nombre de clusters, donc le meilleur cas dans K-means. On l'a fait K-means avec ce bon nombre de elbow 10 fois. Pour ces 10 réponses différentes, on a fait une matrice de consensus pour avoir les meilleurs résultats possibles. Une fois qu'on a fait notre matrice de consensus, on a fait un autre algorithme de clustering sur cette matrice de consensus, donc DBSCAN, afin d'avoir des résultats qui semblent fonctionner. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Bien que la session soit finie, vous pouvez bien entendu nous envoyer un email. Merci beaucoup pour votre session.